Voyage en récit. Benjamin Chaplot, huissier de justice. Geoffroy Scrive. Eh bien, Maître Chaplot, heureux de pouvoir vous retrouver dans cette émission de Voyage en récit sur RCF en Finistère. Nous nous sommes rencontrés ici à Brest et vous exercez votre profession d'huissier de justice donc depuis le printemps 2017 dans cette ville du Ponant, de cette ville de Brest. Mais vous n'êtes pas originaire de Brest, il me semble que vous avez fait une partie de vos études du côté de Nantes, si je ne m'abuse. Nous pourrons peut-être y revenir. Première question, peut-être, qu'est-ce qui vous a poussé jusqu'au bout de la Bretagne pour exercer cette profession d'huissier de justice ? Alors, pour vous corriger, j'ai fait mes études à la faculté de Rennes, faculté de droit et de sciences politiques. Et malheureusement, lors de mes études, je n'avais aucune idée de ce que allait être mon avenir professionnel. Et j'ai découvert, alors que j'étais en master, la profession d'huissier de justice qui m'a paru très intéressante, puisqu'elle a pour objectif principal de permettre d'agir en vue de l'exécution des décisions de justice. Un point très important, puisque une décision de justice qui n'est pas exécutée est une décision de justice qui n'a finalement absolument aucun intérêt. Et aucun poids. Exactement. Nous sommes finalement le bras armé de la justice. Nous sommes là pour remettre les gens dans leur bon droit. Vous établissez également des actes authentiques, il me semble, en plus de ce devoir d'exécuter les décisions de justice. Alors les deux sont très intimement liés. L'huissier de justice a beaucoup de missions. De manière assez schématique, on peut distinguer trois grandes missions. Une première qui a un caractère dit monopolistique, puisque nous sommes des officiers publics et ministériels, et à ce titre, nous œuvrons pour la justice, et l'État nous missionne pour réaliser un certain nombre de missions monopolistiques. Elles sont au nombre de 3. Nous avons la signification. Alors concrètement, il s'agit de la remise des documents à caractère juridique, judiciaire ou extrajudiciaire. Nous agissons un petit peu comme de superfacteurs. Alors il s'agit effectivement de la rédaction des documents, puis d'une remise matérielle au domicile ou sur le lieu d'exploitation des sociétés. Nous procédons à l'exécution des décisions de justice. Alors communément, ça va être les saisies ou les expulsions. Et puis nous agissons également auprès des tribunaux, à proprement parler, où nous accomplissons le service des audiences, le service personnel auprès des cours et des tribunaux. Ça, ce sont les missions dites monopolistiques. Il y a un certain nombre de missions dites accessoires. Nous pouvons exercer des missions telles que l'administration d'immeubles, les assurances. Nous pouvons également être mandataires d'assurance de manière assez générale. Et nous pouvons également faire de la médiation. Oui, on imagine un rôle essentiellement humain, parce que parmi les auditeurs qui écoutent peut-être cette émission et qui vous entendent, peut-être ont-ils eu à recourir aux huissiers ou, si je puis dire, si j'ose le terme, à en souffrir en vous voyant arriver pour faire une saisie. Donc il faudrait être très clair, c'est-à-dire le but n'est ni de faire plaisir d'un côté, ni de faire de mal de l'autre, c'est de rétablir un tort, c'est ça ? Tout à fait. Alors, deux idées. La première, c'est qu'effectivement, en tant qu'officier public et ministériel, nous ne prenons fait et cause pour aucune des parties. C'est-à-dire que nous agissons pour le compte, dans le cadre, par exemple, d'une créance de somme d'argent, nous agissons pour le compte du créancier, muni d'une décision de justice. Donc nous allons rétablir l'ordre, rétablir la justice, mais nous n'agissons pas pour le compte du créancier, et de la même manière, nous n'agissons pas contre le débiteur. Nous avons pour mission, dans l'hypothèse d'une créance de somme d'argent, de récupérer cette somme. L'idée est bien évidemment de concilier les intérêts des deux parties, en agissant avec humanité, et dans le meilleur des cas, avec charité. Où cela trouve-t-il sa limite ? J'ai eu la chance, grâce à vous, de pouvoir assister donc à une visite d'un squat. On sentait une situation à la fois, si je puis dire, mi-confortable, mi-compliquée. C'est-à-dire que c'était un couple
ils n'avaient pas à être là. En même temps, ils vous disent qu'ils aimeraient bien rester, quitte à payer un loyer, et l'appartement était défoncé. Enfin, quelle est la limite qu'on peut se donner à la fois à la charité d'un côté et à la fois à régler le litige? Alors c'est un jeu d'équilibre qui est assez délicat puisque effectivement il faut prioritairement chercher à rétablir le bon droit, remettre les gens dans leur bon droit. Dans l'hypothèse que vous exposez, il s'agissait d'obtenir une libération amiable d'un logement qui faisait l'objet d'un squat. Alors, nous avons donc les intérêts du propriétaire qui étaient de récupérer dans les meilleurs délais un logement vide de tout occupant, afin qu'il puisse, notamment dans cette hypothèse-là, faire des travaux puisque l'appartement était particulièrement dégradé. Et puis également éviter qu'une situation de squat ne génère des troubles tels que un incendie ou qui pourrait mettre en péril et les occupants et puis les autres occupants de l'immeuble. Et puis il faut concilier également avec les intérêts des occupants, parce que ces squatteurs-là ne squattaient pas pour le plaisir. Effectivement, ils s'étaient arrogé cet appartement parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'obtenir un logement soit dans le parc privé, soit dans le parc public à Brest. Et donc l'idée était véritablement de pouvoir concilier et la récupération de cet appartement et également s'assurer que les besoins fondamentaux des occupants étaient sauvegardés. Et effectivement, finalement, dans notre situation, j'ai pu obtenir un départ amiable des occupants car ces derniers avaient pu trouver une solution de repli avec un nouveau relogement et donc on libérait les lieux. Dans ce métier donc que vous exercez, Maître Chapelot, quel lien entretenez-vous avec les autres professions qui peuvent graviter autour? Je pense peut-être aux commissaires-priseurs dont nous avons parlé sur cette antenne, peut-être des notaires, des liens peut-être avec la police. On imagine vous voir arriver peut-être dans certains cas vous-même le bras armé de la justice avec un autre bras armé qu'est la police. Il y a peut-être un lien avec le préfet, je suppose, peut-être même des avocats des deux parties. Effectivement, les interactions sont nombreuses. Alors, il y a plusieurs catégories. Concernant les avocats, ces derniers nous missionnent pour exécuter les décisions pour lesquelles ils ont pu défendre leurs clients. Et puis, nous avons également des interactions avec les avocats, puisque un certain nombre de dossiers, puisque nous ne pouvons pas plaider, nous ne pouvons pas représenter les créanciers devant les tribunaux, donc nous avons un réseau d'avocats avec lesquels nous travaillons et que nous sollicitons pour accompagner nos mandataires. Il existe également d'autres professions juridiques avec lesquelles nous entretenons des liens plus ou moins forts. Ça tient essentiellement au fait que ces derniers sont également des officiers ministériels. Les mandataires judiciaires, les commissaires-priseurs, les greffiers des tribunaux de commerce, les notaires également. Concernant les commissaires-priseurs, notre relation évolue puisque depuis une récente réforme, les huissiers et les commissaires-priseurs vont fondre dans une profession unique. Nous nous appellerons désormais les commissaires de justice, et huissiers et commissaires-priseurs partageront la même profession pour le cadre judiciaire, puisque les commissaires-priseurs ont une double casquette, et judiciaire et purement commerciale, puisque une partie est dédiée à des ventes dites volontaires. Domaine d'art et d'expertise qui finalement touche assez peu les huissiers, puisque nous nous concentrons plutôt sur des ventes d'objets liés soit à des saisies, soit liés à des procédures collectives type liquidation judiciaire ou redressement. Mais néanmoins, vous entrez, si je puis dire, dans le local des personnes que vous allez rencontrer, vous touchez à leur intimité quelque part. Avez-vous parfois des mauvaises surprises, c'est-à-dire des gens qui vous attendent de pied ferme, si je puis dire? Alors, les mauvaises surprises ont rarement lieu lors d'opérations de saisie.
car nous sommes des hommes de terrain, nous avons une bonne expertise des hommes, des tempéraments. Dans l'exercice donc de ces missions, nous essayons d'être les plus humains possibles. Et effectivement, pour ma part, j'ai eu très peu de situations difficiles lors de saisies. Les opérations d'expulsion sont également des situations délicates. Mais pour ma part, je n'ai jamais eu à gérer de situations difficiles, alors dans le sens où effectivement nous avons des personnes qui sont récalcitrantes ou qui opposent qui opposent une force physique à laquelle nous ne pouvons finalement pas grand-chose. En revanche, le fait de rentrer dans l'intimité des gens permet de découvrir des situations que l'on soupçonne difficilement, de grandes solitudes, des situations financières exsangues. Très exsangues. Finalement, on découvre des choses j'ai découvert des choses que je ne soupçonnais pas, des gens qui finalement vivent avec simplement le RSA qui actuellement est de 560 €. Donc des gens qui ont à nourrir une famille, qui ont qui ont un loyer à payer, des charges courantes, et qui finalement ne peuvent pas parce que finalement leurs revenus sont trop faibles pour qu'ils puissent faire face à l'ensemble de leurs dépenses. Alors on découvre effectivement cette solitude, ces problèmes financiers, et puis d'autres soucis plutôt liés à des pathologies. On découvre, alors c'est assez étonnant, on découvre de manière assez régulière des gens qui sont touchés par la pathologie du Diogène. Qui garde tout. Voilà, ce sont des gens qui vont conserver de manière rationnelle ou complètement irrationnelle des choses. Et effectivement, ça amène à des situations assez ubuesques. Des appartements avec des pièces à thème. Dans telle pièce, une collection de chaussettes usagées. Dans telle pièce, une collection de canettes de bière vides. Et puis dans tel appartement, l'impossibilité même d'ouvrir la porte d'entrée, puisque le logement est intégralement rempli de mobilier bric-à-brac récupéré ci et là dans les rues ou dans les différentes brocantes de Brest. Donc, j'imagine qu'il y a une tendance ou une nécessité, quelque part, pour vous, de vous blinder par rapport aux situations diverses et variées, et parfois nombreuses, auxquelles vous faites face. Se blinder est-il une nécessité, ou faut-il aussi s'en prémunir ? Alors, bien au contraire, je ne pense pas qu'il faille se blinder. C'est une profession qui est effectivement difficile. On voit des choses qui sont difficiles. Qui font poser questions, en tout cas. Qui sont difficiles parce qu'effectivement, on voit des choses auxquelles on n'est pas habitué à voir, ou effectivement des situations qui sont très tristes. Pourtant, le fait de se détacher ne me paraît pas être une bonne idée. Je pense au contraire qu'il faut garder une certaine proximité. Il faut garder une certaine proximité. En revanche, il faut faire la part des choses. L'huissier de justice exerce une profession. Il n'est pas assistante sociale. Non. Voilà. Nous n'avons pas pour mission d'apporter, en tout cas en principe, nous n'avons pas pour mission d'apporter l'aide que peut apporter l'assistante sociale, soit de la commune, soit du département, soit des associations. Pour autant, ces situations nous amènent à œuvrer pour ces gens, tout le moins essayer de leur proposer des solutions et les aider à se sortir de ces difficultés financières. Mais à nouveau, voilà, je pense qu'il s'agit bien de faire la part des choses. Il ne s'agit pas de se blinder, mais à l'inverse, il ne s'agit pas non plus de tomber dans un extrait, dans l'extrême, à l'extrémité, à l'autre extrémité, et de prendre tout à cœur et de vouloir aider à tout prix
ces gens, alors que finalement nos missions ne nous le permettent pas et nos pouvoirs ne le permettent pas non plus. Et avec les préfets, y a-t-il un lien avec eux je pense à la situation que nous vivons dans ce pays depuis l'arrivée du fameux Covid. J'imagine que les préfets dans leur département peuvent donner des règles, donner des lignes à suivre qui touchent votre profession, qui vous concernent. Alors, les relations avec les préfectures et les sous-préfectures, puisqu'à Brest, c'est une sous-préfecture, sont assez limitées. Finalement, la seule interaction que nous pouvons avoir professionnellement réside dans la demande qui est ponctuellement faite au préfet ou au sous-préfet, demande qui est faite afin d'obtenir le concours de la force publique. D'accord. L'huissier est officier ministériel, il n'est pas officier de police, il ne détient pas l'autorité judiciaire, il ne peut pas accomplir d'opérations manu militari. Donc, dans certains cas, notamment pour les expulsions, on va solliciter du préfet le concours de la force publique. Ce dernier va autoriser les forces de police ou les forces de gendarmerie à nous accompagner pour réaliser des opérations telles que les expulsions ou des ouvertures de portes dans des cas assez particuliers, notamment pour faire des descriptifs dans les procédures de saisie immobilière ou autres. Et dans la vie quotidienne, vous arrive-t-il de recroiser par hasard, par exemple, je sais pas, en faisant vos courses, en allant dans tel ou tel magasin, dans tel ou tel lieu, des personnes soit qui sont venues vous demander un service, soit certaines chez qui vous êtes allé? Et dans ce cas-là, comment cela peut-il se passer? Avez-vous déjà eu le cas? Alors oui, effectivement, Brest est une petite ville, donc on croise assez régulièrement les clients, mais également les personnes qui ont subi nos actions. Voilà, les adversaires, quoi. Oui, si on peut dire. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu ni coup de poing ni coup de couteau. Et effectivement, on croise... Parce que ça peut évoquer chez eux un mauvais souvenir, quand même. C'est ça. Alors j'aime à penser que mon action ne leur laisse pas un mauvais souvenir. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de soucis avec les gens que j'ai pu rencontrer postérieurement à des opérations. Mais bien au contraire, il m'est arrivé à plusieurs reprises de recroiser des gens qui m'ont remercié de l'action que j'avais menée, ou en tout cas de la façon dont l'action avait été menée. Notamment, j'ai souvenir d'une personne que j'ai croisée par hasard dans la rue, que j'avais expulsée quelques années plus tôt, et qui est venue me voir et qui m'a remercié pour la façon dont j'avais fait cette opération, et m'indiquait que ça avait été un électrochoc et qu'il avait repris un cours normal dans sa vie suite à cette opération qui l'avait qui lui avait donné un coup de fouet positif. Quelque part, puisque vous disiez que c'était le bras armé de la justice, vous aviez votre action envers lui, votre rapport avec lui avait permis de trouver une voie un peu plus juste. En tout cas, au moins une voie humaine. En tout cas, au moins une voie humaine. L'idée était effectivement d'exécuter la décision de justice, remettre le requérant dans son bon droit. Dans votre métier, Maître Chapelot, est-il possible de constater une baisse de la notion de responsabilité dans notre société? C'est-à-dire des personnes qui, peu à peu, peuvent se laisser glisser, se laisser entraîner à ne pas payer telle ou telle facture, à ne pas payer telle ou telle redevance au niveau de l'État, parce que, sous prétexte d'une complication administrative, les raisons peuvent être nombreuses, mais pouvez-vous constater une baisse de la notion de responsabilité personnelle? Alors, mon expérience en la matière est assez limitée puisque je pratique la profession que depuis une petite dizaine d'années. Mais peut-être vos rapports avec les autres huissiers peuvent vous inciter à le penser? Alors, il y a toujours eu de mauvais payeurs. Oui. Il y a toujours eu des gens de mauvaise foi et il y a toujours eu de la misère. Mais il y a des statistiques aussi. Effectivement. Alors, il y a
À mon sens, effectivement, il y a une multiplication des contentieux. Il y a une multiplication des contentieux, euh, beaucoup de factures non payées, d'emprunts dont les traites ne sont pas respectées, de loyers qui ne sont pas payés. Mais je ne pense pas qu'il y ait une augmentation. Je ne pense pas qu'il y ait une augmentation, même si effectivement certains organismes font état de certains chiffres, notamment liés aux expulsions. D'ailleurs, on note bien que le nombre d'expulsions, d'opérations d'expulsion devient de moins en moins important, et tant mieux d'ailleurs. Ça veut dire que le travail qui est mené en amont et par les créanciers, et par les huissiers, et puis par les services de la justice porte ses fruits. Une chose est sûre, c'est que il existe, et vous avez raison, une part de déresponsabilisation, en tout cas d'une certaine partie de la population, qui, à mon sens, est couplée avec un État-providence qui prend en charge une partie, toute ou partie des dettes de ces personnes sans leur imposer de contrepartie. Effectivement, par exemple, pour ne citer qu'un exemple, il existe dans le cadre de la procédure, des procédures qui sont mises en œuvre lorsqu'il y a des loyers impayés, il existe un fonds de solidarité pour le logement qui permet d'obtenir des enveloppes pour venir ponctuellement apurer la dette locative. Alors effectivement, c'est une très bonne chose, puisque et le créancier et le locataire qui est l'auteur des impayés bénéficient du paiement des loyers. Mais ce n'est à mon sens pas rendre service pour le locataire, puisqu'il y a une part de confort qui s'installe et ça n'est pas pérenne. Voilà, et qui va déresponsabiliser, puisque effectivement le locataire sait qu'il existe derrière une organisation qui va venir financer et son retard ou ses difficultés ponctuelles de paiement des loyers. Puisqu'il nous reste quelques minutes dans cette émission, Maître Chapelot, et que nous sommes sur les radios chrétiennes francophones, dans cette émission de Voyage en Récit, comment la foi peut-elle aider dans le cadre de votre profession à aborder peut-être ces situations, à aborder l'humain en priorité ? Alors principalement sur l'aspect de la charité. Voilà. Le fait d'être animé par la charité permet une plus grande douceur. Je ne parlerai pas d'humanité, puisque là on est sur un principe plus beau, plus grand, celui de la charité, mais effectivement plus de douceur, plus d'écoute, plus de patience. Et cela permet d'avoir des relations apaisées, justes et, à mon avis, plus productives que lorsqu'on applique de manière froide des concepts juridiques et des procédures un petit peu désincarnées. Lors d'une conversation radio, il était posé cette question à l'auteur Jean d'Ormesson. Quelle est pour vous la qualité la plus belle chez un homme et puis chez une femme ? Il répondait, chez un homme sans doute le courage, et chez une femme la douceur. Vous nous parlez de la douceur, faut-il aussi du courage pour aller jusqu'au terme d'une procédure, le courage aussi de maintenir ferme ou de tenir bon en tout cas par rapport à ce que vous demande votre client. Et n'y a-t-il pas peut-être aussi le courage de la douceur ? C'est-à-dire le courage d'avoir encore cette douceur par rapport à une situation qui peut vous énerver, vous agacer, vous endurer votre patience. Eh bien, Jean d'Ormesson a tout à fait raison. Effectivement, le courage est nécessaire, puisque c'est une profession qui n'est pas facile, et parfois on se déplace vers une opération avec les pieds un peu lourds. Et effectivement, la douceur est également quelque chose de très important, puisque effectivement nous sommes des hommes et nous vivons nos procédures, même si j'ai dit un peu plus tôt que ça restait des choses très désincarnées. Nous vivons nos procédures et effectivement
nous pouvons parfois nous emporter, perdre patience. Et effectivement, cette douceur nous permet de nous recentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire que voilà, nous nous adressons à un être humain. Ce n'est pas un numéro ou un nom sur une cote de dossier. Et ça nous permet de faire un travail qui est encore plus juste et puis encore plus en vérité. Si vous y repensez, c'est que vous sentez une injustice. Ça vous pèse parfois? Vous y pensez le week-end? Non. Non, car comme je le disais un peu plus tôt, l'essentiel est vraiment de faire la part des choses. On exerce une profession, notre mission est de remettre les gens dans leur bon droit, le faire avec douceur mais fermeté, avec empathie et charité, c'est du plus. Et effectivement, si les procédures sont irriguées par ces vertus, lorsque on ferme la porte de son étude le soir, on n'a pas d'état d'âme et on dort tranquille. Eh bien, c'est sur ce sommeil paisible que nous terminerons cette émission. Je vous remercie beaucoup, maître, de nous avoir expliqué un petit peu les contours, voire les détails de votre profession, de cette belle profession au contact de l'humain, comme peu peuvent sans doute en avoir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, monsieur Scribe.